Bienvenue dans Bloom Up, le podcast qui éclaire la parentalité sous toutes ses facettes. Je suis Élodie Roca, votre hôte et partenaire dans cette aventure unique qu'est devenir et être parent. Ici, on ne vous donnera pas de recettes toutes faites, ni de leçons bien pensantes. À la place, vous découvrirez des échanges inspirants avec des parents comme nous et des conseils éclairés d'experts pour nous aider à construire notre propre chemin. Parce que la parentalité, c'est un mélange de doutes, de joie, de défis et surtout une quête d'équilibre. Entre vie pro et perso, entre nos besoins et ceux de nos enfants. Ensemble, nous allons explorer comment vivre ces montagnes russes pour trouver non seulement un équilibre, mais aussi du bonheur et de l'épanouissement. Accrochez-vous, c'est parti pour une plongée sincère, vivante et pleine de découvertes dans l'univers des parents d'aujourd'hui. Votre soutien compte énormément pour moi. Si cet espace vous inspire, prenez s'il vous plaît un instant pour mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permet à Bloom Up de grandir et de toucher encore plus de parents. Merci infiniment et maintenant, place à l'épisode du jour. Peut-être que vous aussi vous avez déjà vu votre enfant rentrer du collège le cœur lourd sans trop vouloir raconter. Le harcèlement scolaire, c'est une réalité qui touche beaucoup plus d'enfants qu'on ne l'imagine. Parfois visible, avec des gestes ou des mots blessants, parfois plus subtils, dans l'exclusion et les silences. Aujourd'hui, je reçois Emmanuelle Piquet, thérapeute, autrice de plusieurs ouvrages sur le sujet et fondatrice des centres Chagrin scolaire. Ensemble, nous allons explorer pourquoi ce phénomène reste si présent, pourquoi il prend des formes différentes chez les filles et les garçons, et surtout comment nous, parents, pouvons aider nos enfants à changer la donne. Grâce à son approche inspirée de l'école Palo Alto, Emmanuelle nous donne des clés concrètes pour leur redonner confiance et remettre l'inconfort du côté des harceleurs. Vous verrez, Emmanuelle a un franc-parler rafraîchissant, elle est à la fois claire, directe et très sympathique. Cet épisode est aussi instructif qu'agréable à écouter. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Emmanuelle Piquet. Bienvenue dans Bloom Up. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Élodie. Je suis très heureuse de vous avoir au micro de Bloom Up aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie. Je suis ravie vraiment de pouvoir discuter de ce sujet qu'est le harcèlement scolaire et de comment aider son enfant dans sa relation aux autres et comment gérer les relations difficiles, parce que c'est vrai que c'est quand même des situations qui sont pas évidentes et qui cristallisent aussi beaucoup d'angoisse et d'appréhension chez les parents, chez les enfants aussi, mais chez les parents. Alors pour commencer, je voudrais d'abord comprendre ce qui est considéré comme du harcèlement scolaire. Quelle forme ça peut prendre ? Alors, je pense qu'en effet, c'est hyper intéressant de repartir un peu de la définition, au fond, qui fonde d'une certaine manière cette interaction qui est profondément dysfonctionnelle, parce que ça va nous aider ensuite, en effet, à pouvoir en parler de façon précise. Donc, selon l'approche systémique, qui est celle qui fonde ma pratique clinique depuis une vingtaine d'années maintenant, on pourrait dire que c'est une escalade complémentaire entre d'un côté, un groupe d'enfants souvent mené par un leader qui est de plus en plus, et c'est pour ça qu'on parle d'escalade, de plus en plus en position haute, en position de pouvoir, en position de toute puissance. Et de l'autre côté de cette interaction, un enfant, un adolescent souvent seul, qui est lui de plus en plus en position basse, en position recroquevillée, sous emprise d'une certaine façon. Et au fond, dans cette interaction, bien entendu, on voit bien qu'il y en a un qui souffre énormément et un qui est plutôt dans une espèce de plaisir, justement lié à cette puissance. C'est un plaisir assez narcissique. Et d'une certaine façon, quand on regarde les choses de cette façon-là, c'est-à-dire sur un plan interactionnel et non pas en s'appuyant sur qui est cette personne qui est sous emprise et qui est cette personne qui est en train d'être en emprise, eh bien, on se rend compte que on a deux possibilités pour rééquilibrer cette relation. Parce que tout ça fonctionne évidemment comme un vase communicant, d'une certaine manière. Soit en effet, on dit à l'enfant qui est le harceleur, en fait, on lui dit arrête de faire ça, redescends, redeviens gentil, rends-toi compte à quel point tout ça est très douloureux pour celui qui en est la victime. Et ça, moi, je crois que ça fonctionne pas très bien parce que précisément, il est dans le plaisir et que toute leçon de morale, toute sanction, même d'une certaine manière, va rarement être aussi intense que le plaisir qu'il ressent à faire ça.
C'est la raison pour laquelle nous pensons plutôt qu'il est judicieux d'aider l'enfant qui est en position basse à rééquilibrer lui cette interaction pour que l'autre redescende à un niveau équilibré, qui sera jamais totalement figé, bien entendu, mais c'est un peu, je trouve que la métaphore qui fonctionne bien, c'est un peu comme quand on était petite, c'est-à-dire moi il y a fort longtemps et vous il y a peu. Oui, quand on était sur une balançoire, vous savez, chacun comme ça. Et en fait, le moment le plus intéressant, c'est quand on est un peu tous les deux un peu à essayer de maintenir l'équilibre en fait. Bien sûr. Et c'est cette idée-là. Et donc, en fait, vraiment, le point de vue de l'école de Palo Alto, qui est une école systémique, de pensée systémique, c'est vraiment de se poser la question de qui souffre le plus dans cette interaction, qui donc a le plus intérêt à modifier les ingrédients de cette interaction pour qu'elle redevienne fonctionnelle. Et de notre point de vue, et c'est assez documenté, c'est évidemment celui qui est en position basse qui a intérêt à ce qu'elle se rééquilibre. On y reviendra évidemment. Et est-ce que vous pensez, parce que quand on lit un petit peu des articles sur le sujet, on a l'impression que la situation, alors je ne sais pas si elle s'aggrave, mais en tout cas est préoccupante sur ce sujet dans les cours d'école. Est-ce que vous avez, vous, le sentiment que le harcèlement scolaire a augmenté avec les années? Est-ce que ça s'est aussi aggravé avec maintenant les réseaux sociaux, les numériques qui font une entrée fracassante dans les cours d'école et voilà, une utilisation par les jeunes? Alors, on a assez peu de recul en fait d'un point de vue chiffré sur ce sujet-là, parce qu'en fait, il est mesuré depuis peu, depuis une toute petite quinzaine d'années. Donc, c'est assez difficile de ce point de vue-là. Enfin, en tout cas, c'est plutôt court, disons, comme objet d'analyse. Et par ailleurs, ce que je crois, c'est que les études chiffrées sont assez peu fiables en la matière, pour une raison assez simple, c'est que notamment au collège, et c'est beaucoup moins vrai à l'école primaire, mais notamment au collège, les collégiens n'admettent pas dans un document dont ils savent qu'il va être lu par les adultes et dont ils présument qu'il ne va pas être confidentiel, contrairement à ce qu'on leur dit. Donc en fait, moi, tous les enfants que j'ai eus après le questionnaire, par exemple, d'Attal, il y a, je crois, 1 an et demi à peu près, qui a été, vous savez, passé à l'ensemble des élèves de la primaire au lycée, les chiffres qui en sont sortis sont aberrants. C'est-à-dire que ce qui en ressort, c'est que les situations à risque concernent beaucoup plus d'écoliers que de collégiens. Et n'importe quel professionnel de l'enfance qui travaille un peu sur cette matière vous dira que c'est aberrant un tel résultat, puisque c'est évidemment au collège que ça se passe de la façon à la fois la plus intense, à la fois la plus fréquente et à la fois la plus élaborée d'une certaine manière. Mais ils n'en parlent pas. Voilà, les collégiens n'en parlent pas. Et donc les chiffres sont vraiment à revoir, à mon avis, notamment à cette période-là. Je pense qu'il y a beaucoup plus de cas que ce qui est identifié par ce biais. Donc, je crois que globalement, ce qu'on peut dire, c'est que ça stagne, en fait. Il n'y a pas vraiment d'évolution. Et je pense que ça stagne aussi parce que il y a de plus en plus, et moi, c'est ce qui m'inquiète vraiment en ce moment, une omerta sur le sujet. C'est-à-dire que je crois que vraiment, les collégiens ne le disent pas, comme on disait, ils ne le disent pas à leurs parents, ils sont une minorité en tout cas à le dire aux adultes, en tout cas au moment où les faits se produisent. Je ne dis pas qu'ils ne le disent pas après, mais après c'est un peu tard. Au moment où les faits se produisent, ils sont une majorité à ne pas en parler, et ça c'est très inquiétant parce que ça veut dire que ça passe en dessous finalement des radars de l'adulte. Et lorsque j'entends en effet des gens nous expliquer que la parole s'est libérée, je crois qu'elle s'est libérée au niveau des adultes, et c'est une chose tout à fait intéressante, mais c'est pas du tout libérée, c'est bien, à mon avis, c'est bien le contraire, au niveau des élèves et notamment des collégiens. Et est-ce que le harcèlement scolaire est genré? Est-ce que ça touche plus on va dire de filles, puisqu'on est plus des filles et pas des femmes à ce moment-là, mais de filles, de garçons? Est-ce que c'est genré ou finalement ça touche les Alors, ce deux? qui est documenté, c'est que c'est plutôt très équilibré. Enfin, Ouais. globalement, c'est autant d'un côté que de l'autre, si je puis m'exprimer ainsi. En revanche, ce qu'on constate, nous, dans notre pratique clinique, c'est que les modalités sont pas les mêmes. Oui. C'est-à-dire que les garçons vont plutôt utiliser comme levier une espèce d'intimidation, notamment physique, en fait, pas que, mais quand même quelque chose de l'ordre de la menace de quelque chose qui serait brutal.
Alors que chez les filles, c'est plutôt un système de mise à l'écart par des rumeurs, par exemple, ou par le fait de, en effet, ostraciser complètement une personne, la rendre absolument invisible, et puis à certains moments la réintégrer dans le groupe pour pouvoir mieux la ressortir du groupe. Donc c'est beaucoup plus relationnel en fait du côté des filles. Bien entendu, tout ça est statistique, hein, il y a pas de, Bien sûr. c'est pas aussi carré que ça, mais globalement c'est ce qui ressort des études. Et donc, vous avez commencé à en parler, vous utilisez le modèle de l'école Palo Alto. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail en quoi cela consiste? Alors, on est parti du principe, comme je le disais tout à l'heure, que parce qu'on le constate vraiment à chaque fois, on est parti du principe que l'ingrédient, le carburant du harcèlement, c'est la souffrance de l'enfant harcelé ou de l'adolescent harcelé. Et c'est parce que le harceleur perçoit cette souffrance que ça lui envoie d'une certaine manière le signal, le feedback, que ce qu'il est en train de mettre en œuvre fonctionne. Mhm. C'est parce que l'enfant souffre qu'il se dit: «Ça y est, c'est bon, le cercle vicieux, du point de vue du harcelé, mais plutôt vertueux, du point de vue du harceleur, est en branle et fonctionne bien, en fait». Donc à partir de ce moment-là, l'idée vraiment de l'école de Palo Alto, comme je le disais, c'est de rééquilibrer en disant: comment est-ce qu'on peut aider, au fond, l'enfant ou l'adolescent harcelé à faire changer l'inconfort de côté? D'accord. À ce que, au fond, au lieu d'éprouver du plaisir, le harceleur éprouve une certaine gêne, voire une peur par rapport à un sujet qui est très important pour lui, pour tous les adolescents, hein, très clairement, mais notamment pour les enfants populaires qui ont une réputation, au sens bonne réputation, au sein de l'établissement. Comment, en effet, ils peuvent ressentir une certaine peur à l'idée de perdre cette réputation s'ils continuent à harceler. C'est vraiment ça l'idée de l'école de Palo Alto. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut d'abord qu'on s'accroupisse à côté des enfants harcelés, et j'emploie le terme «accroupir» sciemment. C'est-à-dire que je pense que c'est un sujet qui est regardé de façon très descendante, un peu comme si on était en surplomb de cette thématique, avec notre regard d'adulte qui est un regard par définition un peu myope, qui nous fait voir que la surface des choses. Et je crois que vraiment les adultes auraient intérêt, ceux qui en tout cas veulent aider les enfants à sortir de cette situation terrible, auraient intérêt donc à s'asseoir à côté des enfants et des adolescents harcelés pour vraiment se mettre dans leur basket d'une certaine manière et comprendre exactement de leur point de vue ce qui est en train de se jouer. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a bien compris comment, au fond, ce cercle vicieux se mettait en œuvre, comment est-ce qu'on peut jeter avec l'enfant harcelé des graviers dans ce cercle vicieux, dans ces rouages infernaux. Et donc l'école de Palo Alto, c'est vraiment ça. C'est cette idée-là avec une idée supplémentaire qui est, au fond, les enfants harcelés ont souvent mis en place un certain nombre de choses pour que le harcèlement s'arrête. Souvent, ils ont mis en place des choses et parfois ça fonctionne, mais à ce moment-là, nous ne les recevons pas en consultation puisqu'ils n'ont pas besoin de nous. Et puis, dans un certain nombre d'autres cas, ça ne fonctionne pas, voire ça alimente ou aggrave, en fait, ce cercle vicieux. Donc, l'école de Palo Alto s'appuie sur un principe extrêmement esthétique de mon point de vue, sur un plan intellectuel, qui est que c'est souvent ce qu'on met en place pour résoudre un problème qui, en effet, non seulement ne le résout pas, mais l'alimente, voire l'aggrave. Du moment où on a identifié ça avec l'enfant ou l'adolescent, on va l'aider, au fond, à faire exactement l'inverse de ce qu'il a fait jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'un enfant qui évite le regard du harceleur, qui rase les murs pour ne pas entrer en contact avec lui, on va au contraire l'aider à affronter, ce qui est très compliqué parce que ça demande énormément de courage. Hem, un enfant qui a tendance à demander de l'aide à d'autres personnes et notamment les adultes pour qu'ils interviennent dans cette relation, on va plutôt leur dire, «Il va falloir que toi tu mettes en place des choses, sans que ce soit quelqu'un qui le fasse à ta place». Donc on va vraiment s'appuyer sur ce que l'enfant met en place, sur ce que éventuellement l'entourage familial ou éducatif, hein, a mis en place pour résoudre le problème et qui visiblement n'a pas fonctionné, pour les aider à faire un virage à Bien sûr, 180°. ouais. On va revenir, hein, sur ces outils, mais c'est vrai que, bon, alors, on vit pas dans le monde de Oui Oui, bien évidemment, mais c'est vrai que la question, c'est est-ce que, voilà, pourquoi est-ce qu'on devient harcelé? Est-ce que, on peut dire il y a un profil type ou pas? Enfin, comment on se retrouve finalement dans cette situation? Alors il n'y a pas du tout de profil type, hein, ça c'est très documenté, très clairement. Ça veut dire que n'importe quel enfant, à n'importe quel moment et n'importe quel adolescent peut être harcelé d'ailleurs comme n'importe quel adulte. Il n'y a pas de voilà, de choses comme ça qu'on pourrait mettre en avant pour définir qui est susceptible d'être harcelé ou pas.
C'est d'ailleurs assez similaire à ce qui se passe en matière de violence conjugale, qui répond exactement au même Le mécanisme. mécanisme, ouais. C'est que la violence conjugale ne connaît pas de frontières au niveau des catégories socioprofessionnelles, au niveau de la géographie, au niveau de... Non, mais c'est donc, pas parce que forcément, par exemple, on est roux, qu'on porte des lunettes ou enfin qu'on n'est pas habillé avec des marques. Enfin, on pourrait se dire qu'il y a un espèce de stéréotype, mais oui, c'est faux, totalement faux, mais en même temps, c'est normal qu'on croit ça, puisque c'est ce qu'on nous assène ça nous arrange de le d'un point croire de vue aussi. institutionnel. Oui, puis c'est surtout ce qu'on nous dit beaucoup. On Bien nous dit sûr. beaucoup que les enfants roux vont en effet se faire beaucoup plus harceler que la moyenne. Alors d'abord, c'est complètement faux, c'est-à-dire que euh, d'une certaine manière, il faut bien comprendre que, par exemple, un enfant gros, euh, il va pas se faire harceler parce qu'il est gros. Il va se faire harceler parce que être gros est un problème pour lui. Et que donc c'est ce que ressentent les enfants harceleurs, c'est-à-dire qu'ils ressentent qu'il y a une vulnérabilité probablement, en tout cas ils présument, et puis ensuite ils ressentent, puisque en effet, à partir du moment où ils présument, ils vont tenter d'aller appuyer sur cette aspérité-là et voir en effet ce qui en découle. Et lorsque ce qui en découle est une espèce de souffrance, comme je le disais, voilà, exprimée implicitement ou explicitement, ils vont se dire c'est bon, c'est Ça le marche, quoi. bon endroit, en fait, ça marche exactement. Or, en effet, dans un environnement qui est quand même extrêmement grossophobe, souvent être gros, c'est un problème, pour l'enfant. De la même façon, dans un environnement homophobe, être homosexuel, est un problème pour l'enfant, en fait, hein, d'une certaine façon. Donc, je pense que c'est de ce point de vue-là qu'il faut le regarder. Par ailleurs, j'ajoute que je trouve extrêmement dangereux ce discours, que portent certains, qui consiste à dire que les enfants différents se font harceler, donc parce qu'ils sont gros, roux, gays, je ne sais pas, handicapés, Oui, oui, enfin, non, mais parce que, comme en effet, en amont des faits de harcèlement, il y a souvent une vulnérabilité repérée, comme je le disais, par les enfants harceleurs. À partir du moment où ce discours est asséné par les adultes à des enfants différents, en tout cas qui se considèrent comme différents, c'est la meilleure façon d'augmenter leur vulnérabilité. Donc en fait, on est en train de faire quelque chose qui est, à mon avis, très aggravant en disant ça et contre-productif, ouais. et contre-productif, absolument. Et par ailleurs, je le dis parce que c'est important, il y a plein d'enfants gros héros qui ne se font pas harceler. Bien sûr, c'est une question de posture, quoi. Vous travaillez beaucoup Exactement, sur la posture. Ouais. tout Si à au fait. final, l'enfant qui est roux est hyper bien dans ses baskets et ne montre pas cette vulnérabilité, ça, il peut passer toute sa scolarité sans qu'il lui arrive Tout absolument à rien du fait. tout, quoi. Enfin, Et c'est parce qu'il est bien dans ses baskets qu'il ne montre pas cette vulnérabilité. On est bien d'accord. Euh, donc, moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de travailler sur des contextes. On a eu, par exemple, pour vous donner cet exemple-là, parce qu'il était quand même incroyablement éloquent de mon point de vue. Je ne sais pas si vous avez entendu de ce jeu, je mets tous les guillemets du monde, hein, j'en mets 1 milliard environ, qui s'appelait Le premier qui bouge est gay. non, Qui j'ai a pas eu dans entendu ce jeu. les... Donc, qui est un jeu très intéressant, qui est une sorte de 1, 2, 3 soleil, D'accord. mais homophobe. Ça veut dire qu'en fait, donc voilà, un gamin arrive et dit: «Le premier qui bouge est gay» et là, bah, tout le monde s'arrête. Hum. Et il y a des enfants, qui sont pas forcément, gays d'ailleurs, ça n'a strictement rien à voir, mais qui sont très gênés par ce jeu-là. Mais ils se disent: «Si je bouge, alors je vais être, une cible tout à fait, adéquate en fait, hein». Et donc, heu, c'est très compliqué, d'intervenir dans un système comme celui-ci. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est quand ce jeu, je remets les guillemets, est sorti, les adultes tombaient des nues en disant: «Mais c'est dingue, mais quoi c'est dingue? Mais bien sûr que le contexte scolaire est profondément, homophobe et grossophobe et misogyne». Enfin, je veux dire, tout ça est pas et enfin, je veux dire, si on passe 2 secondes avec des collégiens, On on le s'en rend sait, ouais. compte immédiatement. Mais alors tout le monde était absolument sidéré de voir qu'il y avait un jeu homophobe, dans la cour. Alors nous, on n'a pas eu d'enfants, qui l'aient vécu d'un point de vue personnel. On a vu, comme je vous le disais, des enfants témoins de ça et qui disaient: «Mais comment je peux faire en fait pour casser ça?» Et donc ce qu'on leur proposait à ce moment-là, c'est de se mettre à danser frénétiquement autour de tous ceux qui étaient, immobiles et de et si jamais personne ne bougeait, de partir en hurlant: «Ah, c'est horrible, il y a plein d'homophobes!» Mais voilà, vous voyez, il De faut un tourner un peu courant. en ridicule ouais, la situation, ouais. Mais en même temps, vous dites, c'est vrai que oui, on peut être sidéré, parce que moi, je me suis toujours posé cette question. Finalement, quand on a un peu d'empathie, on comprend un peu plus la position du harcelé, et on peut
essayer de comprendre et d'entendre la souffrance qu'il y a. Mais moi, j'ai du mal à me placer de l'autre côté du point de vue du harceleur et je me demande, mais comment on atterrit aussi dans cette position? Pareil, est-ce que c'est un trait de personnalité? Est-ce que c'est le résultat d'une éducation? Est-ce que c'est... Je sais pas. Enfin, moi, je me pose vraiment la question en disant, mais pourquoi? Enfin... Alors, je crois vraiment que c'est très interactionnel. C'est ça que je crois qu'il faut partir d'un point qui est quand même assez étayé aujourd'hui, c'est que la désirabilité sociale, le plaisir social chez les adolescents, c'est quelque chose d'extrêmement fort en fait. Oui, puis on l'a tous vécu vraiment... ça. Enfin, on préfère être dans ce club-là que dans l'autre, quoi, bien sûr. Voilà, exactement. Et j'ajoute que c'est une génération, comme la génération juste avant d'ailleurs, qui est une génération qui est absolument épouvantée à l'idée d'être seule et donc d'être harcelée. Sans doute plus que celle d'avant. C'est vraiment un sujet. C'est-à-dire que moi, qui ai la chance de superviser un certain nombre d'enseignants dans leur pratique, eh bien, je les entends souvent en CM1, CM2 me dire à quel point les écoliers sont hyper stressés à l'idée d'aller au collège simplement parce qu'ils ont peur d'être harcelés. Donc, c'est un sujet qui est devenu un sujet d'angoisse, en fait, beaucoup plus fort qu'avant. Je pense que c'est lié au fait qu'on l'a beaucoup mis en avant et on en parle beaucoup, ouais. C'est le silence, oui, là-dessus, et c'est très bien. Mais il y a aussi des effets pervers d'une certaine manière. C'est que ils sont absolument épouvantés, je le redis. Terrorisés, ouais. Oui, tout à fait. Moi, je me souviens, donc c'était, je le redis, il y a fort longtemps, mais moi, quand je suis allée au collège, ma seule angoisse, c'était de me perdre dans les couloirs en me disant, je vais jamais trouver ma salle, en fait, tellement c'est grand. Bah ouais. C'était ma seule inquiétude. On a créé quand même un climat extrêmement anxiogène de ce point de vue-là. Voilà. Et donc je pense que il faut aussi comprendre que une façon de ne pas se faire harceler dans ce climat-là, c'est de harceler. Donc c'est relativement pragmatique. J'entends que c'est parfaitement immoral et qu'on n'a pas envie d'entendre ça. Donc non, mais c'est la réalité. C'est une réalité, en tout cas, voilà, d'un souhait de sécurisation par rapport à ce fléau. Et l'autre chose, je le redis, et je crois que ça, c'est vraiment hyper important parce que c'est un impensé, parce que ça ne nous fait pas plaisir. Mais je le redis, l'émotion principale de l'enfant harceleur au moment où il harcèle, c'est du plaisir pur. Ouais. C'est des doses de plaisir qui, en plus, sont assez peu d'équivalent, en fait, d'une certaine manière. Une sensation de pouvoir, un peu, non? Absolu, absolu, en se disant, mais c'est incroyable l'impact que j'ai sur le quotidien d'un être humain, quoi, d'une certaine manière, et également d'une meute ricanante, ce qui ne gâche rien. Donc, voilà deux, au fond, de motifs, si on peut dire, qui sont parfaitement compréhensibles du point de vue du harceleur. Se sécuriser et éprouver du plaisir. À ce titre, il y a un podcast hyper intéressant sur France Inter qui s'appelle « J'ai harcelé » et qui décrit très, très bien, parce que c'est des adultes qui reviennent sur leur passé de harceleur, parce que il y a deux émotions, je pense. Il y a énormément de plaisir, comme je le disais, et puis il y a parfois un tout petit peu de culpabilité, mais le plaisir est 1000 fois plus grand que la culpabilité. Et quand, en effet, les années passent, le plaisir disparaît et la culpabilité réaffleure d'une certaine manière, chez certains. Pas chez... Mais j'allais dire, ça peut se retraduire différemment, bien évidemment, que du harcèlement pur, comme on peut connaître quand on est plus jeune. Mais dans la vie adulte, c'est la notion de pouvoir et le plaisir que prennent certaines personnes à avoir du pouvoir, ça, je veux dire, on est témoin régulièrement, quoi. Donc, et c'est le même mécanisme, en fait. Ouais. Oui, et c'est pareil je le redis, dans le harcèlement conjugal, c'est pareil dans le harcèlement au travail, c'est pareil dans le harcèlement dans un certain nombre de groupes sociaux où il y a souvent, quand c'est le cas, parce que parfois c'est pas le cas du tout et alléluia, mais des groupes amicaux où il y en a toujours un qui est un peu moqué par tous les autres. Alors tout ça est fait sous couvert d'affection, d'une espèce d'amitié taquine, mais en fait on ne se rend pas compte des souffrances que ça peut générer. C'est la raison pour laquelle nous, on pense que vraiment cette compétence qui consiste à savoir gérer des comportements problématiques, parce que des comportements problématiques, il y en a tout le temps, savoir les gérer parce qu'ils mettent en cause notre intégrité physique, psychique, morale, peu importe, c'est un comportement absolument indispensable. Et je crois que cette compétence-là, les enfants et les adolescents viennent aussi la chercher à l'école. Ils viennent pas que chercher, et puis plutôt pas d'ailleurs, de l'histoire géo et de l'anglais. Ils viennent, enfin l'anglais encore ça va, mais ils viennent aussi chercher des clés
au niveau social, au niveau relationnel. Et pour l'instant, moi, ce que je considère, c'est que l'institution est dans l'incapacité de leur donner ces clés, en tout cas d'une façon, on va dire, organisée. C'est-à-dire qu'évidemment, si ici et là, il y a des CPE, des assistants d'éducation, des infirmières scolaires, des psys scolaires, enfin, toutes sortes de gens, et j'en oublie évidemment, des enseignants bien sûr, qui, vont être capables d'outiller, d'étayer, des enfants harcelés, mais ça n'est pas d'une certaine manière institutionnalisé. Oui, organisé, comme ça, ouais. Mais je trouve ça quand même hyper intéressant de comprendre, en fait, finalement, cette dynamique du point de vue de la personne qui harcèle, parce que ça fait vraiment voir les choses différemment et ça aide du coup à réagir aussi et de mettre des choses en place un peu plus entre guillemets efficaces. On va en parler bien évidemment, mais je trouve ça important, voilà, de se dire c'est pas juste comme ça ou juste il est méchant, il est psychopathe ou je ne sais quel qualificatif qu'on peut utiliser quand on est dans cette situation de l'autre côté énervé. Mais voilà, je trouve ça hyper de comprendre qu'il y a cette notion de plaisir et de pouvoir. C'est quelque chose que nous, adultes, on peut plus facilement conscientiser, si je puis dire ça comme ça, et comprendre, quoi. Enfin, voilà. Tout à fait, tout à fait. Et alors du coup, quand on est justement, comment dans cette situation en tant que parent, comment on peut reconnaître finalement que son enfant est harcelé ou en souffrance dans ses relations à l'école? Est-ce que, il y a des signes, des choses qu'on peut arriver à voir pour identifier cette situation? Oui, absolument. Alors j'ajoute que, et vous me dites très bien en fait, Élodie, je pense que la question, au fond, c'est pas tellement de savoir si l'enfant est harcelé ou pas. Parce que, heu, parce que, j'ai pas mal de parents en ce moment à qui on oppose, et je le comprends, c'est pas du tout un reproche que je fais aux équipes éducatives, mais, qui sont un peu submergées, qui se sentent un peu impuissantes, à qui on oppose au fond cette idée que leur enfant ne serait pas exactement harcelé parce que ça ne répond pas exactement aux critères qui définissent le harcèlement. On a des cas même, sur un plan judiciaire qui sont absolument dramatiques où, des procureurs et je pense qu'ils le font en toute sincérité, disent: «Non mais je suis désolé, je conclus à un non-lieu parce que c'était pas exactement du harcèlement, c'était juste une jeune fille par exemple, avec laquelle, ses anciennes amies ne voulaient plus parler. Donc ça n'est pas du harcèlement». Mais au fond, on s'en fiche que ce soit du harcèlement ou pas. La seule chose qui compte, c'est que pour qu'une jeune fille en vienne à se suicider, c'est qu'il y a eu une souffrance absolument colossale et c'est Oui, bien ça dont il faut qu'on parle. bien sûr. Donc si en effet, on parle de souffrance, relationnelle puisque c'est vraiment ça, en tout cas le sujet, heu, je pense que quand on est dans cette escalade complémentaire parce qu'il y a d'autres types de souffrances, hein, dans la cour de l'école, et du collège. Il y a par exemple, moi je trouve que quelque chose qui est aussi assez peu traité, ce sont les chagrins d'amitié, qui sont pas forcément, dans une escalade complémentaire. Mais à un moment donné, quelque chose qui s'arrête, ça peut être extrêmement violent un chagrin d'amitié, plus violent parfois qu'un chagrin d'amour. Quand il s'agit, en revanche d'une escalade complémentaire, donc de la façon dont on l'a définie, au début de cet épisode, hem, les signaux, c'est quoi? C'est tout ce qui, d'une certaine manière, est très changeant par rapport à quelque chose d'habituel. Un écart, en fait, hein, d'une certaine manière, entre, par exemple, un enfant qui jusque-là était au sein de la famille et de la fratrie, mais aussi avec ses parents, extrêmement, câlin, pacifique, gentil, enfin voilà et qui tout à coup, devient, un peu agressif, voire cruel à certains moments, très colérique par exemple. Souvent comme ça commence, comme je le disais, au collège, on se dit, «C'est l'adolescence, ça va lui passer, il est con parce qu'il est adolescent», parce que c'est quand même aussi une espèce de Un âge croyance. pas facile, mais quand même. Et du coup, on peut passer à côté de ça. Donc, il faut être vigilant, je trouve, à ces écarts de comportement parce que très sincèrement, quand un enfant est extrêmement harcelé, extrêmement en souffrance relationnelle vis-à-vis de ses pairs, PIRS et que, il ne l'a pas dit, par exemple, ça veut dire il emmagasine un mal-être, extrêmement, intense et qu'il y a bien un moment où il faut que dans une espèce de plateforme de répit, si je puis dire, ça puisse Extérioriser, quoi. Ouais. Mmh. donc ça, c'est un premier point. Heu, je pense que et c'est la même chose en fait, hein, mais c'est d'une autre nature. Un adolescent qui jusqu'à présent était plutôt, très scolaire, qui obtenait de bons résultats, par exemple, académiques, et qui tout à coup chute. Alors bien entendu, pas de 18 à 16, hein, parce que des fois, parfois les parents sont très bien. Mais vraiment il y a une chute, forte de Importante, ses ouais. de ses notes. C'est quand même intéressant d'aller voir un peu voilà, ce qui se passe d'un point de vue interactionnel. Hem, d'un point de vue physiologique, on sait que
souvent, et c'est parfaitement logique, ce qui se passe le dimanche soir est assez, éloquent. Heu, C'est-à-dire qu'un enfant qui a voilà, des maux de tête, des maux de ventre, des choses très, très, difficiles, le dimanche soir, ça doit quand même un peu interroger sur ce qui se passe, dans l'établissement. Et alors, un moment qui est très pertinent, je trouve, c'est la veille, des rentrées des courtes vacances. Donc, D'accord. que ce soit la Toussaint, Noël, tout ça. Parce que, en fait, ils se disent: «J'ai eu 15 jours de «paradis» entre guillemets, relationnel et je repars dans la mare aux crocodiles» et là, ça peut déclencher Ouais, vraiment c'est des dur. choses, d'un Ouais, point de vue physique, très, très douloureuses. ouais. Et est-ce qu'il y a un âge pour ça? Ça commence, enfin, est-ce que ça peut commencer tôt? Et est-ce que justement les signes peuvent être différents en fonction des âges? Alors la différence avec l'âge, c'est que, et c'est pour ça que les chiffres dont on parlait au début sont vraiment très, très, à mon avis très fallacieux. Hem, à l'école primaire, heu, les enfants, ils ont encore confiance, dans l'adulte. D'accord. Mais Après ça ça se dégrade. Mon mais Dieu. ça fait donc ils disent, en fait, donc ils disent beaucoup plus. Donc en fait, c'est assez explicite, c'est qu'ils disent, «Je veux plus aller à l'école parce qu'ils sont méchants avec moi, parce que j'ai pas d'amis, parce que, machine, elle arrête pas de me faire ça, parce que» et cetera. Donc on a des signes beaucoup plus explicites, D'accord. en primaire. C'est au collège que c'est plus difficile à discerner pour les raisons qu'on a vues, Ouais, bien sûr. parce qu'en effet, ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas, ouais. Et puis, comme on dit, il y a quand même ce culte un peu de l'apparence et de l'image qui l'emporte. Et j'imagine qu'il doit y avoir un peu ce sentiment de honte, au final, de se retrouver, non, Oui, dans cette absolument, posture. il y a une honte très forte, Ouais. absolument, beaucoup plus qu'avant. Et alors il y a un chiffre, moi, qui m'a personnellement glacée, mais visiblement, je suis la seule, je sais Ah, pas, mais en tout cas, bon, je ne l'ai pas vu ailleurs. C'est une chercheuse qui s'appelle Margot Déage qui, l'a identifié dans un livre qui s'appelle, «À l'école, des mauvaises réputations», où elle explique, en fait, hein, que vraiment le terme hyper important au collège en ce moment, c'est la réputation. réputation, ouais. Et quand on a une réputation, ça veut dire qu'elle est mauvaise. C'est très genré, hein, c'est-à-dire que les filles doivent avoir une réputation, la mauvaise réputation pour une fille, je veux dire, c'est d'être, exubérante, en gros, donc quelle que soit l'exubérance, hein, c'est-à-dire une exubérance sexuelle, une exubérance, physique, une exubérance dans la parole, dans la prise de parole, donc à partir du moment où il y a une forme d'exubérance, elle a une mauvaise réputation et elle se fait traiter de pute, pardonnez-moi, mmh, on ne comprend pas très bien, mais enfin ce terme, est très générique pour parler de cette exubérance-là, donc c'est ça, la mauvaise réputation des filles. Et puis les garçons, la mauvaise réputation, c'est de manquer de virilité, en gros, je la fais courte. Ce qui est quand même, extrêmement problématique. Enfin, je veux dire, en termes de recul, je trouve, Ouais. je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe là qui est vraiment très inquiétant. Et donc Margot Déage, met en exergue ce chiffre que au collège, donc elle a fait pas mal d'études dans différents collèges, hein, vraiment, Bien sûr. très différents sur plein d'aspects. Hem, 64 des collégiens, considèrent que les adultes ne savent pas gérer les problématiques de harcèlement en milieu scolaire. Ah oui, 64. c'est énorme. Et c'est un échec Bah, bien collectif, sûr, du monde adulte qui est, pour moi, dramatique. bien sûr. Donc oui, donc je pense que vraiment il y a une différence entre ce qui se passe en primaire et ce qui se passe au collège. Ceci étant dit, hem, comme les parents sont très inquiétés, hein, depuis une grosse dizaine d'années, pardon, sont très inquiétés par ce phénomène. Vous avez, en effet, il y a eu des suicides qui ont fait la une, à juste titre, évidemment, des médias, mais donc ça prend une ampleur quand même très, très anxiogène. Et du coup, je pense que les parents sont très aux aguets, beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup à interroger, à scruter, à poser la question, alors même que l'enfant a à peine déposé son cartable: «Comment ça s'est passé? Est-ce que Vous tu veux?» pensez que les parents sont plus protecteurs aujourd'hui que l'étaient Alors je ne qu'ils sais pas étaient si avant? je dirais protecteur, mais inquiet. Inquiets? Ouais, c'est sûr. Ouais. Extrêmement inquiété, mais c'est normal. Enfin, je veux dire, n'importe quel parent, serait inquiété dans le climat actuel sur ce sujet. On est bien d'accord, hein. Le problème, c'est que quand en effet, la première question qu'on va me poser, et ce pendant un quart d'heure, c'est: «Comment c'est passé avec les autres? Est-ce que tu as pu déjeuner avec quelqu'un, au self? Est-ce que l'autre, elle t'a encore embêté?» et cetera. On met, sans le vouloir bien entendu, puisqu'on fait ça que par amour et par inquiétude, hein, ça j'en ai parfaitement conscience et ce n'est pas du tout un reproche que je fais, mais on met sans le vouloir le projecteur sur, cette vulnérabilité, cette, incompétence à un moment donné, en tout cas cette inaptitude, qui renforce au fond le peu d'estime, qu'ils ont, d'eux-mêmes sur ce sujet-là. Puisque quand la personne que j'aime le plus au monde
me regarde en disant je suis super Ben ouais, bien sûr. comment tu vas t'en sortir, c'est pas exactement quelque chose qui renforce. Vous Ben voyez ouais, ce que je veux dire? carrément. Alors avant de parler justement d'outils concrets qui peuvent aider les parents et les enfants à résoudre ces situations, je voudrais qu'on parle de comment réagir en tant que parent quand on se retrouve dans cette situation et justement commencer par qu'est-ce qu'on ne doit absolument pas faire. C'est-à-dire qu'avant de dire qu'est-ce qu'on va faire en termes de première étape, voilà, qu'est-ce que Non, vous nous suggérez de ne pas faire justement. Non mais parce que la réaction primaire, comme vous dites, avec tout l'amour qu'on leur porte, etc. Je vais peut-être pas le dire là, mais voilà, c'est une réaction primaire et qui est pas forcément hyper recommandable, quoi. alors, c'est vrai que oui, en fait, globalement, je le dirais pour être vraiment la plus juste possible, parce que je crois pas qu'il y ait de mode d'emploi, en fait, hein, sincèrement. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent aggraver, en effet, comme on l'a dit, mais tout dépend du contexte. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui fonctionnent parfaitement bien dans un contexte donné et exactement cette même chose qui, au contraire, est parfaitement aggravante. En revanche, il y a un point sur lequel je suis là, pour le coup, assez catégorique, c'est que je pense que ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est nier ce que dit l'enfant harcelé. C'est-à-dire le considérer comme incompétent en matière de harcèlement. Un enfant harcelé, il est par définition extrêmement compétent en matière de harcèlement. Il sait ce qui se joue. Il est en permanence aux aguets, donc il observe, il comprend parfaitement les enjeux, les risques aussi. Et moi, ce que je déplore, c'est que lorsqu'en effet un enfant, et c'est pour ça qu'ils ne le font pas d'ailleurs, hein, lorsqu'un collégien s'ouvre à la population adulte, par exemple à ses parents, des faits de harcèlement qu'il subit, immédiatement après, les parents vont, comme vous le dites, être mus par cette espèce d'inquiétude et d'amour et mettre en place des choses un peu manichéennes parce que quand on est sous le coup de l'émotion, évidemment, on met en place des choses un peu manichéennes. Et là, ce que je crois, c'est qu'il faut écouter l'enfant. C'est-à-dire que si un adolescent dit: «Je t'en supplie, ne va pas voir les parents de celui qui fait ça, je t'en supplie», il faut l'écouter. Or, ça n'est pas le cas, Élodie. C'est-à-dire qu'on n'écoute pas les enfants harcelés. On leur dit: «Maman va faire ce Il qu'elle faut, je pense». vais gérer. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Voilà. Et ça, je pense que c'est une erreur. C'est-à-dire que je crois que si l'enfant ou l'adolescent dit: «C'est une mauvaise idée de faire ça», il faut l'écouter, il est plus compétent que nous. Ça, c'est quand même un peu difficile, hein, à admettre quand on Et le puis dit. c'est vrai qu'en plus, il y a des courants qui pensent que ce sont aux adultes de régler cette situation. Je crois qu'il y a même l'approche scandinave qui encourage le dialogue entre les parents, l'équipe pédagogique pour désamorcer de ce genre de situation. Donc, Mais moi, je suis pas contre le dialogue entre les parents et l'équipe éducative. Je dis juste que il faut pas faire à leur place. Ça veut pas dire qu'il faut les abandonner, bien entendu pas. Enfin, je veux dire, évidemment que l'adulte doit intervenir, mais pas à la place. Il doit intervenir en étant cet adulte qui est à côté de l'enfant harcelé et qui l'outille, qui l'aide, qui l'accompagne pour que lui gère, une fois de plus, des relations problématiques. En fait, moi, j'ai l'habitude de dire ça, c'est-à-dire que je pense que notre posture d'adulte, c'est d'être à côté de nos enfants, que ce soit nos enfants ou nos élèves, et pas entre eux et le monde. Moi, je ne crois pas qu'on aide un enfant en étant entre lui et le monde. Alors, ça ne veut pas dire qu'on soit bien clair que quand on assiste à des faits de harcèlement, évidemment qu'il faut intervenir en mode garde du corps, c'est une évidence, en disant stop, en rappelant la règle, etc. C'est une évidence, enfin je veux dire, c'est le basique absolu. Mais l'erreur consiste à imaginer que ça va suffire. ouais. C'est Une ça fois les qu'on l'a dit, c'est bon. voilà, Le c'est bon, harceleur aura compris, le bien harcelé s'en sûr. sortira. Et, ouais. J'ai fait mon job J'ai fait mon job et et. tout va mieux, mais pas Mm, du tout. C'est pas mm. parce que au fond, en faisant ça, sans le vouloir, on envoie un message implicite à l'enfant harcelé qui est en substance: «Tu ne sais pas faire». Mhm, Bah, sinon je serais pas là, hein. Si mm. tu savais faire, je ne serais pas là. Donc ma seule présence indique que tu n'es pas compétent en matière d'interaction sociale, ce qui est très mauvais, je le redis, pour l'image qu'il a de lui-même et l'estime qu'il a de lui-même, surtout sur ce sujet-là. Mais l'autre message implicite qu'on envoie au harceleur, c'est vous avez vraiment trouvé la cible vulnérable la plus adéquate qui soit. La preuve, je suis obligée d'intervenir parce que lui, c'est un petit chaton mouillé qui ne sait pas faire. Mais ça veut dire aussi en implicite, dès que j'aurai le dos tourné, surtout, vous pouvez continuer, il ne se passera rien de sa Mm. part, en fait. Et donc, je reviens, pardonnez-moi, à ma définition, parce que je suis un peu obsessionnelle, mais en faisant ça, on accentue cette escalade complémentaire, en rendant encore plus fort l'enfant harceleur et encore plus faible l'enfant harcelé.
Donc, bien sûr qu'il faut le faire pour des raisons évidentes de règles du jeu, de la vie ensemble, mais il faut pas imaginer que ça suffise. Oui, puis c'est ce que vous dites dans certains de vos ouvrages, c'est que le harceleur va même trouver des solutions finalement qui vont encore plus passer sous les radars. C'est-à-dire que la situation de harcèlement ne va pas s'arrêter, mais qu'au contraire, il sera plus difficile à choper, je peux dire entre guillemets. Exactement. Ouais. On leur apprend. Avant, c'était peut-être plus frontal et ça se voyait. Après, il y aura des actions moins facilement identifiables. Ça. En fait, on leur apprend à être plus subreptices, alors même Ouais. qu'on veut l'inverse, ce qui est quand même assez Ok, fascinant. ouais. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, nous, depuis à peu près 5 ans dans l'équipe, donc on est une quarantaine à travailler sur ce sujet, on constate depuis 5 ans que à peu près 40% de nos situations de souffrance relationnelle dans la cour de l'école, du collège ou du lycée sont des situations qu'on qualifie d'invisibilisation. C'est-à-dire des enfants qui sont pas spécialement ni moqués, ni insultés, ni tapés, ni rackettés, enfin voilà, des choses très, comme vous le disiez, très visibles, enfin visibles en tout cas que ce qui se passe dans ces 40% et qui est une mise à l'écart, pas forcément hostile. En plus, c'est ça qui c'est absolument indétectable. C'est-à-dire que, comme je le disais quand on parlait de modalités plus ou moins genrées, moi, j'ai des jeunes collégiennes qui me disent, par exemple, je suis dans mon groupe de copines, je mets les guillemets qui s'imposent, et tout à coup, j'ai l'impression que on m'écoute pas, que quand je dis quelque chose, personne m'écoute, que quand je pose une question, personne me répond, que en fait, c'est comme si j'étais une statue de verre là dans ce groupe-là. Et donc là, ces jeunes filles se disent: «Mais c'est pas possible puisque c'est mes copines». Donc elles commencent à se dire: «Il faut que je sois beaucoup plus drôle» ou «Il faut que je fasse attention à ce que je dis» ou et elles commencent à être à l'intérieur d'elles-mêmes, vous voyez? Ce qui leur donne une posture d'infinie vulnérabilité parce que quand on est en train de se battre avec soi-même, on n'est plus dans la relation, quoi. Et puis, ça continue par, tout à coup parce qu'elles sont infernales, là, les coachs et même en primaire, enfin primaire, elles disent par exemple, donc elle est dans son groupe de 6 et puis, tout à coup, il y en a une qui lui dit: «Est-ce que tu peux nous laisser s'il te plaît parce qu'on a une réunion?» Et là, on se dit: «À quel moment?» À cet âge-là, Quel on a des réunions. moment ils ont fait Ouais. entrer le langage de l'entreprise dans la cour, mais c'est hallucinant. Donc là, les gamines qui sont plutôt dans une tentative tout à fait vaine, d'obtenir l'intérêt, d'obtenir l'amitié, un peu de la quémander d'une certaine manière, elles disent, «Mais, je peux pas venir à la réunion?» et elles disent: «Bah non, parce que c'est stratégique». D'accord. Ok. Et du coup, elles Bon, disent: c'est pas «Mais, drôle, hein, mais non, bon. c'est pas drôle». Mais si, c'est un peu drôle, enfin, il C'est- faut qu'on en rie parce que sinon, Ouais, ouais. c'est trop horrible. Donc là, elles disent: mais du coup, ça a duré combien de temps?» Et là, elles se disent: «Bah, tu verras, tu attends» et donc c'est des gamines. Ouais, Quand un adulte passe là à côté, il voit rien. bien sûr. S'il la voit en effet pendant, un interclasse être toute seule pendant la réunion stratégique, il se dit pas qu'il y a un problème puisque le lendemain elle est reconvoquée en fait ou, quelques heures plus tard c'est invisible. Moi je défie quiconque, de choper une ombre, hein. Je veux dire ça ne se voit plus. 40% c'est énorme quand même, hein. Ça veut dire qu'ils ont intégré cette, Bien sûr, et puis ça se traduit aussi, enfin, oui, on n'est jamais invité au primaire, au goûter d'anniversaire, ou quand on doit choisir pour former, je sais pas, l'équipe de foot ou de volley ou je ne sais quoi. Enfin, on est toujours choisi en dernier ou pas. Enfin, c'est enfin un moi peu le ça me même style, rappelait mais quoi. c'était logique parce que j'étais vraiment très nulle en gym. Mais en Ouais. effet ce sont des enfants qui vous avez parfaitement raison, même dans les groupes de travail. Oui, C'est-à-dire que voilà, ou les groupes de travail, bien sûr. quand le prof dit: «Si, vous allez prendre, Emmanuelle pour la mettre dans votre groupe parce que, c'est comme ça, c'est la démocratie», enfin, je sais pas quoi. Pendant le groupe, les gamins racontent l'enfer que c'est. C'est-à-dire que, jamais leur avis est pris en considération, ils sont moqués à l'intérieur du groupe ou totalement, mis de côté. Enfin, tout ça n'a aucun sens, ça ne fonctionne pas. Et c'est de la souffrance psychologique, quoi. Enfin, tout simplement. C'est C'est monstrueux. autant que, oui, enfin, que le reste de ce qu'on considère entre guillemets plus facilement comme harcèlement scolaire, ça reste une souffrance, Elle est pour ouais, moi similaire en difficile. termes Ouais, d'intensité, hein, bien elle sûr, est ouais. similaire. Et alors justement, donc, bon, on a compris ce qu'il ne faut pas qu'on fasse, mais concrètement maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir comme outil? Quelle est la première réaction déjà qu'on peut avoir pour outiller nos enfants qui se retrouvent dans cette situation? Alors d'abord, je pense que, comme je vous le disais, il faut vraiment les écouter en disant: «Raconte-moi, ce qui se passe exactement». Ça les parents pardon, le font plutôt bien, je trouve, hein, puisqu'ils sont très,
Ils Un sont peu trop peut-être, mais c'est important de bien comprendre parce qu'il y a quand même des parents qui disent: «Non mais ça va passer» et cetera. Non, pas du tout. On n'atténue absolument pas. On écoute ce qui se passe, on partage l'émotion, on il y a des mamans qui, par exemple, ont peur de pleurer au moment où, les enfants évoquent ça, mais c'est pas du tout un problème de pleurer. Je veux dire qu'on est hyper triste en disant: «Mais je suis hyper triste qu'ils te fassent ça et qu'ils voient pas la personne magnifique que tu es. Je suis hyper triste de ça, mon amour, viens faire un câlin». Oui, bien sûr. On va pas essayer de dire, je ne suis pas du tout triste parce que c'est une souffrance animale quand on est parent, ouais, de voir son bah enfant dans oui. cette situation-là. Donc cette souffrance-là, il faut pas essayer de la combattre, il faut, au contraire la partager, avec, l'enfant. Et puis ensuite, je crois qu'il faut l'écouter comme je le disais en disant, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? Est-ce que tu voudrais qu'on réfléchisse à comment faire, la prochaine fois qu'ils font ça et cetera? Et puis mais je crois que déjà, en fait, ça en tout cas, moi, c'est ce que me disent mes parents lecteurs, que voilà, vraiment que je trouve très, très affectueux de leur part et qui me va droit au cœur, c'est qu'ils disent, en fait: «Grâce, à vos livres, on n'a pas forcément élaboré de stratégie, exactement avec, notre enfant, on n'a pas forcément eu besoin, mais rien que le fait de le regarder comme étant, porteur de compétences, comme on le disait tout à l'heure, ça change considérablement, en fait, la perception qu'ils ont aussi d'eux-mêmes». Alors ensuite, bah, je pense que, voilà, il y a une façon de procéder qui peut être faite par certains parents, mais pas par tous, parce que je le redis, quand on est submergé par les émotions, on va faire des choses, on va proposer des choses qui vont pas être exactement très opérationnelles et puis il faut connaître bien les codes, des écoliers et des collégiens et parfois, c'est pas le cas du tout. J'ai vu des parents fabriquer des stratégies où je me disais: «Mais non, mais» parce que ça se voit tellement que c'est un adulte qui l'a fait. Vous voyez ce que Oui, je veux dire? C'est absolument improductif. Enfin, je veux dire, c'est bien très sûr. aggravant donc je crois que soit en effet en lisant par exemple, la BD Manuel de survie face au harcèlement ou en lisant pour les plus petits, Je me défends du harcèlement où il y a des exemples en fait, Concret, oui. concrets de stratégies. Ça peut donner des idées qu'on va co-construire, avec l'enfant et puis si on se sent pas moi je crois qu'il faut vraiment pas hésiter à consulter parce que ce sont des thérapies extrêmement courtes. Nous on est, environ à un tout petit peu plus de 4 séances par consultation pour des cas de harcèlement. On fait, évaluer tous nos accompagnements, nous, hein, par les patients, donc qui acceptent de le faire, hein, bien entendu, de façon, parfaitement anonyme. Hem et donc on a à peu près, en effet, une moyenne de 4 séances et grosso modo, dans 75 des situations, la souffrance de l'enfant, diminue de moitié au moins. Donc sur une échelle de 0 à 10, elle passe à 5, 4, 3, 2, 1 ou 0. Donc on a un impact majeur en très peu de temps, en fait. Donc je crois qu'il faut pas hésiter à les consulter parce que c'est un métier, en fait et c'est ça, moi, que je déplore un peu, au niveau institutionnel, c'est que, est mis en place, est mise en place toute une série donc de modalités de lutte contre le harcèlement. Il y a plein de choses, hein. Il y a en vraiment en majorité la méthode de la préoccupation partagée. Il y a, les bancs de l'amitié, il y a les sentinelles, enfin qui ont plusieurs noms, différents. Enfin, il y a plein de choses qui sont mises en place et aucune d'entre elles, de mon point de vue, n'est très étayée au niveau sciences humaines. C'est-à-dire que je ne sais pas très bien sur quel corpus scientifique elle s'appuie. Je n'arrive pas vraiment à le déceler, pourtant je cherche, hein. Faites-moi confiance. Par ailleurs, ce qui est sans doute encore plus grave, ça n'est pas du tout évalué en aval. C'est-à-dire que on n'a aucune idée de si ça fonctionne ou pas. C'est quand même hallucinant. C'est-à-dire qu'on a eu des dizaines de milliers d'enseignants et de personnels éducatifs qui ont été formés à la méthode de la préoccupation partagée qui n'est pas évaluée par l'institution. Donc, moi, je trouve que vraiment le point fondamental, c'est de proposer, des solutions qui ont été étayées par des recherches, en amont et en aval, quoi, d'une certaine manière. Et c'est vrai que donc du coup, vous, ce que vous mettez en place pour aider les enfants lors de vos séances, c'est finalement de l'amener à changer de posture et peut-être d'amener, alors je ne sais pas si c'est bien dit, mais d'amener finalement un peu d'humour enfin, dans ce genre de situation pour rendre finalement enfin, ne plus donner de grippe finalement aux harceleurs. C'est un peu ce que... C'est ça, c'est exactement ça. On sous-estime beaucoup la puissance de l'humour, au point de vue, résolutoire, de problématiques de ce type-là et l'humour, qu'on utilise là, c'est un humour très particulier, c'est l'autodérision, déjà dans un premier temps.
Parce que, en fait, on a constaté de façon absolument claire que les enfants, comme les adultes d'ailleurs, qui sont capables d'autodérision, ne se font pas harceler. Quand on est capable de se moquer de soi-même, ce qui n'est pas un exercice forcément très facile, quand on est capable de se moquer de soi-même, il y a plus de place en fait, hein, pour que les autres se moquent. Donc déjà, ça, c'est tout à fait intéressant. Et puis, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de faire preuve d'autodérision sur le l'aspérité à laquelle s'accroche en effet l'enfant harceleur, c'est finalement couper net le carburant plaisir du harceleur. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est que l'enfant souffre. Donc, si l'enfant harcelé fait preuve d'autodérision, il lui fait croire qu'il ne souffre pas. Et donc, c'est beaucoup moins intéressant, en fait. C'est comme si la télécommande du harceleur était tombée en panne d'une certaine façon. Donc, l'autodérision, c'est absolument fondamental, c'est indispensable. Et puis, dans un certain nombre de cas, ça suffit d'ailleurs, hein. Et puis parfois, et c'est pour ça que c'est vraiment du sur-mesure, qu'on peut absolument pas du tout faire du copier-coller en la matière. Dans un certain nombre de cas, il va falloir, en plus de cette autodérision, créer en effet quelque chose qui mette l'enfant harceleur, comme on le disait, dans l'inconfort au moment où il harcèle. Et donc ça demande parfois quelque chose d'un peu supplémentaire. Donc c'est vraiment sur ces deux aspects qu'on va au fond s'appuyer. Ça demande beaucoup de courage parce que encore une fois, l'enfant harceleur, il va pas choisir par hasard l'endroit sur lequel il va harceler. Et donc, ce sont souvent des zones qui sont douloureuses pour l'enfant harcelé. Donc, faire de l'autodérision là-dessus, ça demande vraiment, vraiment du courage. Du courage. Et puis, il y a un peu aussi la peur des représailles physiques, finalement, aussi. C'est Oui. de se dire, je risque de me prendre un coup ou deux. C'est pas évident, quoi. Bien sûr, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart du temps, ce qui se passe, même si c'est pas tout le temps le cas, mais dans le cas notamment où il y a de l'intimidation physique, je veux dire, comme effet de levier du harcèlement, les adolescents se retrouvent face à une alternative qui est tout sauf réjouissante. C'est-à-dire d'un côté, continuer à faire ce qu'ils font, c'est-à-dire grosso modo éviter, courber les chines, se fondre dans les murs, faire en sorte de pas croiser le regard du harceleur et montrer ainsi à quel point il souffre, hein, donc et alimenter. Donc donner du carburant au harceleur, justement. Voilà, absolument. Et souvent, moi, je dis, mais en même temps, c'est quelque chose que tu connais, donc moi, je comprendrais que tu préfères rester dans cette situation-là. Parce que l'autre solution, n'est pas sans risque, en effet. C'est-à-dire que le risque, si tu résistes d'une certaine manière par l'autodérision et éventuellement par quelque chose d'un peu inconfortable, c'est qu'il ne le supporte pas et qu'il veuille garder, en effet, cette escalade complémentaire et qu'il utilise pour ça, comme vous le dites très bien, Élodie, la brutalité physique, la violence. Et je leur dis, et au fond, moi, je ne sais pas choisir parce que les deux sont horribles. Et je me pense sincèrement, je suis vraiment extrêmement sincère à ce moment-là. Ce qui se passe, c'est que les enfants et les adolescents, souvent, pas tout le temps, hein, mais très souvent, parce qu'ils en peuvent plus quand même, hein, il faut quand même avoir bien en tête, répondent si je me fais taper parce que j'ai résisté, c'est quand même beaucoup moins humiliant que de se faire taper ou insulter en le subissant. C'est moins douloureux de ce point de vue-là. Ce à quoi je rétorque, oui, mais ça peut être douloureux physiquement, donc c'est quand même une autre douleur. Et souvent ils disent, mais la douleur physique, c'est pas du tout ça le pire. Parce que ça aussi, c'est une de nos craintes en tant que nos parent, queues d'amis, bien sûr. Ouais. de dire, mon Dieu, c'est affreux. Mais en fait, le plus affreux pour eux, c'est pas ça. C'est pour nous ça que c'est le plus affreux. Bien sûr. Moi, j'encourage évidemment les auditeurs à lire vos livres, la BD, etc. Et puis j'ai vu aussi une vidéo avec Jean-Paul, qui est très bien. J'avoue que ça m'a fait rigoler. Dans le sens, la chute est géniale. Franchement, moi ça m'a fait un peu ouvrir les yeux sur le sujet et je me suis dit waouh, c'est fort. C'est-à-dire que si on arrive à outiller son gamin avec ça, mais non seulement il a des chances de réussir à résoudre la situation présente dans laquelle il est, mais en plus de ça, moi je trouve, parce qu'on l'a dit, c'est des comportements qui vont être répliqués potentiellement plus tard. Alors, je dis pas que celui, évidemment, qui est harceleur au collège le sera quand il sera adulte, mais on se retrouvera forcément dans des relations difficiles à un moment donné, dans sa vie personnelle, au travail, etc. Et en fait, c'est une force en fait qu'on transmet à nos enfants. Quand on arrive à leur faire comprendre ça et les outiller, finalement on leur donne une force pour l'avenir aussi. Je trouve en tout cas, c'est gérer ces relations, c'est. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en tout cas, à minima, et c'est un minimum qui me semble
tout à fait, en effet, bénéfique. À minima, l'enfant fait une expérience émotionnelle qu'il n'avait pas faite jusque-là, et notamment si les adultes interviennent à sa place, hein, vous l'avez compris. Il fait une expérience émotionnelle qu'il a un impact sur des relations dysfonctionnelles. Et c'est ça, au fond, qui le fait changer de posture, hein. On n'a pas dit, mais ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Nous, on constate que dans la moitié des cas, d'ailleurs, que ce soit des enfants ou des adultes, hein, des écoliers, des collégiens ou des adultes, dans la moitié des cas, ils n'ont pas besoin de mettre en œuvre la stratégie qu'on a élaborée. Le harcèlement s'arrête de lui-même. Dans la moitié des cas. Juste parce que il a changé de posture et que du coup, on décèle autre chose, quoi. Et que le harceleur se dit, je vais pas y aller là, en fait. Je sais pas pourquoi, mais je sens je sens qu'il y a un truc qui a changé là. Je vais m'en prendre une. Ils sont très, très déçus, hein, les enfants harcelés, parce qu'ils s'étaient vraiment entraînés. Ils s'étaient préparés, quoi. Ça y est, là. Ils sont extrêmement déçus. Et puis voilà, donc après, il faut consolider avec eux en disant, mais c'est parce que, au fond, comme toi, tu étais prêt à faire quelque chose, jusqu'à présent, tu n'étais pas prêt à faire quelque chose, parce qu'on t'avait pas aidé à te préparer, eh bien, c'est comme si tu avais eu une espèce de cape invisible de courage. Et la cape invisible de courage, eh ben, ça donne pas envie d'être attaqué. Et donc, vous conseillez ou pas de contacter les parents quand on a du harceleur ou quand on commence à mettre en place, je ne sais pas si on peut appeler ça une stratégie, mais en tout cas d'essayer d'armer un peu notre enfant pour affronter cette relation, voilà, de prévenir les profs ou pas du tout. C'est-à-dire que moi, je constate beaucoup trop souvent dans ma pratique, mais j'ai un biais, hein, par définition, Élodie, puisque moi, je vois que les gens pour lesquels ça n'a pas fonctionné. Mais ce que je constate quand même, c'est que dans ce genre de situation, quand en effet les adultes commencent à s'en mêler de façon adulte, donc, avec tout ce que cet adjectif revêt, à mon avis, de problème de compréhension, voilà, et donc d'intervention. Très souvent, donc le conflit ou l'interaction dysfonctionnelle se duplique plus exactement au niveau des adultes, sans du tout que ça résolve ce qui se passe au niveau des enfants, puisqu'on n'est pas au bon niveau. Enfin, je veux dire, ça est parfaitement logique. Et on commence à avoir des adultes qui se mettent à l'intérieur de la relation des enfants, qui donc créent des nœuds, et la plupart du temps, ça donne lieu à des trucs Ça complique plus les choses. j'ai envie de dire. Et moi, je sais que c'est compliqué, mais c'est vrai que les adolescents, moi, ce que je pense qu'il faut leur dire, c'est que, bien sûr qu'en parler à un adulte, ça peut être tout à fait intéressant. Mais si c'est un adulte dont on sait qu'il ne fera rien, avec lequel on n'est pas d'accord. Et je suis désolée, c'est pas une majorité d'adultes, en tout cas en la matière. Et je rappelle, c'est la question qu'il faut leur poser au début. Ouais. Alors du coup, qu'est-ce que vous conseillez justement aux parents pour ne pas projeter ces angoisses et ces peurs justement dans la situation de leurs enfants? Il n'y a pas un ou deux tips là pour arriver à gérer ça? Mais je pense que, encore une fois, je crois qu'il n'y a rien de plus sécurisant que d'avoir un parent qui, 1, nous écoute, qui, 2, ne fait rien contre notre gré, qui, 3, fait part de ses émotions sans essayer de les cacher. C'est très sécurisant, un parent qui dit: «Mais moi, ça me fait super de la peine», ou «Moi, ça me met super en colère», ou «Moi, ça me fait super peur», parce que je me dis: «Mais c'est horrible que tu ailles à l'école dans ces conditions-là», et surtout derrière de dire: comment tu veux qu'on s'y prenne? Est-ce que tu veux qu'on réfléchisse à quelque chose?» Voilà, et je pense que, on a, nous, en tout cas, dans le regroupement à 180°, donné pas mal de données, justement en open source, pour que les parents puissent s'en inspirer, en fait, d'une certaine manière. Moi, ce que je regrette, c'est qu'en effet, on puisse pas ouvrir cette possibilité à tous les enfants, voilà, quel que soit le lieu où ils habitent, quel que soit, enfin bref, le profil de leurs parents. Je trouve que c'est pas encore assez proposé, alors que ça peut être relativement, ça peut être très rapide et extrêmement efficace à long terme, puisque nous, on fait évaluer aussi 2 ans après. En fait, on fait évaluer 3 mois après la fin de la thérapie et 2 ans après. Donc on a quand même une bonne vision de la longévité, si je puis dire, des effets. Et c'est plutôt quelque chose qui est, voilà, qui fonctionne dans la durée, quoi, en matière d'apaisement de la souffrance.
Et si on se place du côté harceleur, si on est un parent et on constate que notre enfant est dans la situation du harceleur, voilà, pareil, comment on réagit? Est-ce qu'il y a des choses, il y a des choses à faire? Alors, euh, d'abord, je pense que si en effet on est alerté, soit par des parents, soit par l'établissement, mais c'est souvent par des parents, parce que les parents ont beaucoup tendance à aller voir les parents en disant dis donc, tu pourrais dire à ton fils que vraiment c'est pas sympa quand il traite mon fils de PD, par exemple. Euh, je pense que quand on est alerté comme ça, le point fondamental, c'est de ne pas essayer d'atténuer. Ce qui est très rare, Élodie, parce que la plupart du temps, aucun parent au monde ne supporte l'idée que son enfant soit un harceleur. Parce qu'on a tous l'impression de les avoir extrêmement bien éduqués, avec des valeurs tout à fait magnifiques, ce qui est vrai. Je veux dire, c'est absolument aucun lien. Vraiment, il faut pas se culpabiliser. Et donc, C'est on ce a qu'on disait au tendance. début, c'est pas un trait, quoi. Non, pas du tout, Voilà, ouais. absolument. Et c'est pas non plus une conséquence de l'éducation, Communication. du tout. Donc, je crois que c'est vraiment hyper important de ne pas du tout atténuer. Et de ne pas non plus du tout écouter les tentatives d'atténuation de sa chère progéniture, parce que c'est ce qui va se passer. Ce sont souvent des enfants qui sont assez doués sur un plan relationnel, hein, voilà, ils sont plutôt dans la puissance, comme on l'a dit, donc ils vont évidemment expliquer que c'est pas si simple. Et le problème, c'est que quand on est un parent d'enfants à qui on dit que son enfant est harceleur, on a envie de l'entendre nous expliquer que c'est pas vrai. Bien sûr, c'est logique, c'est humain. Je crois que vraiment, il faut essayer de penser contre soi et se dire si ces parents-là m'ont dit que cet enfant s'était plaint de toi, c'est qu'il y a des choses que tu as faites. Donc il faut que voilà, il faut qu'on y réfléchisse en disant si on ressent, parce que parfois on le ressent pas. Je suis désolée, voilà, mais en disant si on le ressent, je suis bouleversée d'imaginer que tu puisses faire des choses comme ça. Ça me fait une peine absolument terrible, quoi. Je je ne peux pas t'imaginer en train de faire ça. Donc il faut qu'on voit comment tu peux faire autrement. Maintenant, je suis désolée, nous, alors, si on avait fait cet épisode il y a 6 mois, je vous aurais dit, en 17 ans de pratique, mon équipe et moi, on n'a jamais reçu de parents d'enfants harceleurs. Ce qui est très éloquent en soi-même. Bien Ça veut sûr. dire qu'il n'y a pas de souffrance submergente, visiblement en tout cas dans la population. Alors j'ai la question en conférence, hein, et donc pour un ami, oui, c'est pour un ami, C'est toujours pour un ami. toujours. Et depuis 6 mois, on a eu 2 cas d'enfants harceleurs, 2 demandes, et dont un qui était pris en effet dans un espèce de dilemme moral. Il était très attaché à ses parents, il avait une bonne relation à ses parents, par le fait que les parents étaient infiniment bouleversés, comme je viens de vous le dire, et que lui, en même temps, il disait: «Mais moi, j'ai quand même une réputation à tenir». Mais en même temps, il était dans un frottement qui générait de la souffrance. Alors sans doute une souffrance bien inférieure à celle des enfants qui le harcelaient, mais quand même, il y avait cette souffrance-là dont on a Un vrai pu se dilemme, quoi. oui. Mais moi, je pense qu'il y a pas mal de parents qui pourraient être amenés à consulter pour pas je mets tous les guillemets du monde, mais pour pas que leur enfant subisse trop de conséquences du fait qu'il a harcelé, quoi. Ça alors, ça n'a vraiment, du coup, ça n'a aucun impact. C'est-à-dire que à partir du c'est presque comme si c'était un peu encouragé, quoi, en disant en gros: «Te fais pas choper». Je dis pas qu'ils le disent comme ça, mais il y a quand même actuellement, je trouve, quelque chose que je comprends. En plus, je suis pas du tout en train de juger qui que ce soit, qui est de l'ordre de, s'il harcèle, il sera pas harcelé, quoi. Il y a quand même un soulagement, un peu une partie qui est soulagée chez un certain nombre de parents. Donc c'est très compliqué, en fait, de travailler avec, ces enfants-là parce qu'ils sont pas en souffrance. Alors du coup, comment alors on peut prévenir, enfin alors je sais c'est encore peut-être dans un monde idéal, mais est-ce qu'il y a un moyen de prévention de manière un peu plus globale du harcèlement en milieu scolaire Alors, ou c'est compliqué? je ne sais pas, enfin, ce qui ressort des études, c'est que les politiques de prévention qui ont déjà lieu, enfin, je veux dire, on fait que ça, hein, donc on ne veut pas regretter qu'on ne le fasse pas. Je veux dire, on fait que de la prévention depuis une petite quinzaine d'années. Voilà, je veux dire, les élèves de 3e aujourd'hui au collège, quand on leur dit, quand les profs disent: «On va faire 1 heure de vie de classe sur le harcèlement», ils sont là: Non mais sérieux?» Je veux dire, laissez-nous tranquilles, en fait.
Ils n'en peuvent plus, hein, les gamins. Parce qu'il y a vraiment une politique de prévention tout à fait élaborée. D'après Benoît Galland, qui est la référence en matière de recherche sur le sujet, les politiques de prévention empêchent 20 à peu près des faits de harcèlement. Donc il faut les maintenir, voilà, et je trouve que c'est tout à fait intéressant. Maintenant, moi, vous avez compris, ma posture, c'est une posture qui est plutôt dans le champ de la résolution. C'est-à-dire que moi, je ne sais intervenir, je ne sais pas faire de prévention, je suis incompétente, totalement. Je ne sais intervenir que lorsqu'il y a un problème. En revanche, je pense que pour, l'avoir, vécu dans des écoles où on a mis en place des dispositifs où en effet pendant 3 ans, il y avait une cellule Palo Alto au sein de l'établissement avec des enfants qui pouvaient venir, en effet en toute confidentialité, expliquer ce qui était problématique pour eux. Ce qu'on constate, c'est que ça crée, un climat scolaire extrêmement apaisé. Parce qu'en fait, quand on est dans un système humain où chacun de nous sait que l'autre, ne se laissera pas faire, mais il y a beaucoup moins d'agressions, en fait, hein. Tout ça est beaucoup plus équilibré. Donc pour moi, cet aspect résolutoire des choses génère une prévention globale. Parce qu'on parlait d'expérience émotionnelle, tout à l'heure. L'enfant harcelé fait en effet une expérience émotionnelle de ce point de vue-là, lorsque, en effet, il arrive à rééquilibrer la relation. Mais l'enfant harceleur fait une expérience émotionnelle aussi tout à fait intéressante, qui est qu'un agneau, ça peut mordre. Ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que comme vous le disiez très bien, ceux qui pensent qu'un agneau, ça ne mord jamais, eh bien, en effet, une fois sortis du lycée, ils vont faire pareil avec tous les agneaux qu'ils vont rencontrer. Mais c'est logique. On fera tous la même chose, en fait. Donc de mon point de vue, lorsque à 12 ans, un enfant harceleur se rend compte que, ben, les victimes parfois ça résiste, et ça se rebelle, il fait une expérience pour le restant de sa vie. Et 3e, personnage qui à mon avis, fait une expérience également, c'est, le témoin. C'est-à-dire que le témoin se dit: «Donc en fait, on n'est pas tous faibles ou forts toute notre vie, en fait, les choses bougent» et de ce point de vue-là, c'est préventif. Oui, bien sûr, parce que les témoins peuvent aussi agir. On parlait de l'exercice. Alors, je ne sais même plus du jeu au début, là. Quand on est en position de témoin, on peut agir aussi, quoi. Donc, Tout à fait. ça crée le cercle vertueux, in fine. Écoutez, merci beaucoup pour tout ce partage. Mais juste avant de conclure, j'aurais peut-être 2-3 questions un peu plus personnelles à vous poser. J'aimerais savoir ce qui est important à votre équilibre et ce que vous mettez en place au quotidien pour essayer de le préserver. Alors, moi, j'ai découvert, au fur et à mesure, professionnellement, que, ce qui était extrêmement important pour moi, c'était les changements de rythme, en fait. C'est-à-dire que, hem,